Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en taureau. Au niveau GMT, elle sera le 4 mai 2019 à 22h45, ce qui ferait que pour nous, après le GMT, elle sera le 5 mai. Donc pour la moitié de l'hémisphère, l'hémisphère de l'autre côté, elle sera le 4 mai et ensuite la moitié sera le 5 mai. 14 degrés 10 minutes en taureau. Alors au programme, donc on va voir les aspects génériques d'une nouvelle lune en taureau avec tout ce que ça amène au niveau de la nouveauté, de la construction, de la volonté je dirais liée à la matière, liée à la construction, liée à la nouveauté, à l'essor des choses. Hein. C'est vraiment... on a envie de construire, de bâtir, les petits oiseaux font des petits. Voilà, il y a beaucoup une grande, évidemment, part de vie là-dedans. Donc on va voir ces aspects génériques. On va voir les aspects spécifiques de notre lune actuelle du 4 mai, sachant que elle va s'accompagner d'un certain nombre de planètes rétrogrades dont je parlerai pour la troisième partie. Donc les aspects spécifiques, les fuseaux horaires, la numéro, alors pareil, hein, comme on a 4 et 5 mai, je vais faire les deux. Je vais essayer de tasser, mais je vais faire les deux, 4 mai et 5 mai. Et troisième partie, donc une partie qui va être axée sur les nouveautés énergétiques, entre guillemets. C'est-à-dire que le 25 avril, on a eu la rétrogradation de Pluton, donc qui suit celle de Jupiter qu'on avait eue début avril. Le 1er mai, donc je tourne cette vidéo aujourd'hui, 1er mai, on a celle de Saturne. Et on a également l'entrée de la lune noire en Poisson. Alors on verra que cette lune noire, jusqu'à présent, elle était en Verseau. Elle parcourt un petit peu les signes en étant... Alors c'est un point fictif, hein, mais qui est très lourd pour notre inconscient global ou personnel, parce que ça focalise quand même énormément les peurs, énormément les aspects karmiques. C'est un significateur karmique qui est très important, la lune noire. Et donc, on est vraiment sur de l'instinctif, sur des choses qu'on n'arrive pas à se dire, des choses qu'on n'arrive pas à remonter à la conscience et qui finalement, parfois génèrent aussi des belles choses. Il n'y a pas de débat, mais on a tendance à avoir peur instinctivement de ce côté-là et donc à se raccrocher à l'autre côté. Alors, cette lune noire, elle était jusqu'à présent depuis 10 mois en Verseau. Elle est à l'origine de la naissance, par exemple, des mouvements collectifs sans leader. Verseau, on est d'accord, c'est opposé au lion. Donc le lion qui est le chef, eh bien le Verseau est le groupe. Et donc évidemment, on voit bien la corrélation avec cette création du mouvement sans leader des Gilets jaunes qui est sorti de façon un petit peu qui véhicule avec lui une espèce d'angoisse auprès des autorités, ou de certaines personnes, hein, qui va aller au-delà même de ce qu'on peut imaginer, et parce que justement c'est une création de cette lune noire. Donc la lune noire passe en Poisson, et donc on va voir un petit peu ensemble ce sur quoi ça va appuyer en fait. Voilà, donc ça c'était le programme. Alors prenons déjà notre nouvelle lune en Taureau. Nos aspects génériques, eh bien, c'est tout ce qui nous met en rapport avec la matière,
On fait le grand nettoyage de printemps, donc on ouvre sa maison, il commence à faire beau, les plantes renaissent, c'est la saison des bébés animaux, voilà. Donc on a aussi les qualités évidemment intrinsèques du taureau qui vont se manifester dans cette énergie latente qui vont être les qualités de persévérance, des qualités de patience, des qualités d'opiniâtreté, mais aussi il y a beaucoup, il va y avoir peut-être un peu d'entêtement, il va y avoir un petit peu de caractère un petit peu bien trempé, etc., qui va jalonner un petit peu l'essence des choses. Alors le taureau, c'est Vénus, et donc Vénus, bien évidemment, c'est la Vénus gourmande. Donc on va être aussi en lien avec une réflexion sur nos goûts, sur notre image, sur notre bien-être également avec cette Vénus et cette nouvelle lune en taureau. On va regarder un petit peu comment les choses finalement nous font plaisir, comment on peut prendre mieux soin de nous. Voilà, tout ça, c'est les aspects génériques de la nouvelle lune en taureau, avec vraiment un aspect très, très lié à la matière, très lié à l'abondance de la matière, à l'argent aussi. Hein. Le taureau, c'est aussi l'argent. Il y a une volonté d'être dans une belle matière, dans quelque chose qui fait du bien, dans quelque chose d'apaisant, de beau, d'harmonieux, où on ne manque pas. Hein, il y a cette notion d'abondance dans le taureau qui est toujours très présente et qui est véhiculée donc, par ce lien indéfectible à la matière. Voilà, ça c'est notre lune générique, donc avec tout cet aspect de gourmandise qui est toujours très, très sympa. Alors il ne faut pas que ça déborde parce qu'on est d'accord, mais bon voilà, c'est ces aspects très, très, dont on a besoin hein, en ce moment aussi, donc ces énergies sont là également, donc de pouvoir rechercher le bien-être, de pouvoir voilà, rechercher quelque chose qui va faire du bien. Et puis il y a nos aspects spécifiques. Alors nos aspects spécifiques, cette lune, elle a lieu à 14 degrés du taureau, et elle va donc être particulièrement ressentie par les deuxièmes décans des signes fixes, donc taureau, scorpion, les deux qui sont en face, je rappelle. Et les autres signes fixes, c'est Verseau, Lion. Je rappelle que les signes fixes sont des signes qui ont les qualités particulières, qui sont des qualités essentiellement de persévérance, de poursuite des objectifs, ils se maintiennent dans des directions stables et qui sont des directions tout à fait intéressantes, d'accord, à pouvoir être menées des choses assez rationnelles et dont ils ne démordent pas. On connaît bien les scorpions aussi sur le fait de dire je ne lâche rien, et on a aussi la même chose sous d'autres formes. Alors parfois c'est négatif, on a cette fameuse rancune qui peut exister, qui aura aussi ce dénominateur commun, et bon, pour lequel il faut pas focaliser son énergie bien évidemment là-dessus, à moins de vouloir démultiplier des fréquences tout à fait négatives et pas utiles ni pour soi ni pour les autres. Il y a donc dans ces énergies spécifiques, on a donc cette maîtrise de Vénus, de cette nouvelle lune, et Vénus se trouve en Bélier. D'accord ? Et en Bélier, donc, il y a quelque chose malgré tout, cette nouvelle lune qui normalement en taureau a tendance
à prendre son temps, à bien aimer faire les choses, etc. Là, elle va être boostée, c'est-à-dire elle va pulser, elle va avoir un rythme qui va être ultra rapide, on va vouloir finalement faire les choses, il faut que ça passe, il faut que ça soit fait, il faut aller vite, etc. Il faut ne pas vouloir... il va y avoir des lubies, il va y avoir des machins comme ça, parce que Vénus en bélier, c'est aussi ça, c'est des choses qui passent très très rapidement. Donc on va d'un seul coup dire « Ah mais c'est ça que je veux !» Puis alors 15 jours après, on se dit « Mais je comprends pas pourquoi je me suis braquée là-dessus, parce que c'est un truc... ben non, j'en veux pas en fait. En fait, j'en veux pas. » Voilà, il y a des choses comme ça qui sont dues, qui vont être dues au fait que Vénus est toujours en bélier. D'autant que c'est bien évidemment renforcé dans cette nouvelle lune en taureau, c'est la première qu'on a depuis que Uranus est passé également en taureau et qu'il est donc stable dans ce signe-là. Donc on va avoir une nouvelle lune en taureau qui, je pense, va porter des surprises, d'accord ? Qui va porter des enseignements nouveaux, qui va porter de la nouvelle conscience dans la matière, une autre façon peut-être certainement de voir les choses. Quelque chose qui va pouvoir se démultiplier à différents niveaux. D'accord ? On va comprendre finalement quelque part une signification dans la matière de quelque chose, et puis petit à petit on va se rendre compte que finalement il y en a plein d'autres. Donc je pense que on risque d'avoir des générations, alors, des choses en plus qui vont très vite. On a vu que la Vénus en bélier, elle va conjointe à l'Uranus dans les énergies, elle va évidemment, parce qu'elle n'est pas conjointe, il y en a un qui est en taureau, l'autre en bélier, mais malgré tout, par le jeu des maîtrises, c'est ce qu'on a quand même, et donc il va y avoir une espèce de précipitation des événements qui peuvent être des choses qu'on n'attend pas. Donc on a, alors c'est pas forcément négatif, hein, ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est pas une succession, c'est pas un effet domino de choses horribles qui s'enchaînent. Alors ça peut, hein, mais il peut y avoir également aussi des choses vertueuses qui s'enchaînent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des ouvertures spontanées de portes, de choses qui étaient bloquées chez vous depuis des années, qui peuvent se mettre de façon mais qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci pour obtenir ça? Rien. Si, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout le travail qui a été fait avant, qui d'un seul coup, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, est arrivé à maturité, puis ping, ça se décroche et c'est bon à manger. Voilà, c'est le taureau, c'est comme ça. Donc on a cette énergie qui est quand même présente de façon importante, là, qui indique qu'on est dans la matière, qu'on est dans l'énergie du taureau, mais qu'il y a des choses surprenantes dans la matière et qu'il y a des choses que ça va vite. D'accord ? Ça va vite. Alors, cette maîtrise de Vénus, elle est également poussée. Alors, elle est conjointe à Vesta, déjà. Vénus conjointe à Vesta. Donc, on se dit, tiens, il y a un truc karmique qui traîne là-dedans. On va nous reproposer globalement des situations qui peuvent avoir déjà été vécues. Bon, donc ça veut dire, attention, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Une fois que vous êtes devant une situation qui a déjà été vécue, qu'est-ce qui se passe ? Alors le problème de Vesta, c'est que c'est une situation qui a déjà été vécue, pas forcément dans cette vie. Donc le pas forcément dans cette vie, il veut dire qu'on peut avoir déjà vécu la situation, mais au niveau énergétique, c'est-à-dire dans une autre vie. Et donc, évidemment, c'est Uranus qui va nous donner instinctivement une porte de sortie. Et donc, c'est cette porte de sortie qui va s'ouvrir qu'il faudra prendre. Bien évidemment. Ce bélier, il contient pas mal de choses, comme on l'avait déjà vu. Il contient Chiron, Vesta, Mercure et Vénus. Donc, autant dire que les petites planètes rapides, elles sont extrêmement mobiles. D'autant que c'est encore, je dirais, augmenté ou exagéré, parce que le Mars, qui est maître du bélier, lui-même se retrouve en Gémeaux. Vous avez vu, ça fait un certain temps qu'il est en Gémeaux et qu'il s'agite sur fond polémique. Et donc, on a évidemment un Mars qui, lui également, est excessivement mobile, excessivement vindicatif, excessivement... comment dire, querelleur peut-être,
et qui évidemment prend la maîtrise de toutes ces planètes rapides et donc fait passer ces planètes rapides à un stade de mobilité avec le Gémeaux encore plus volatile, on va dire, hein, parce que déjà le Bélier c'est un peu querelleur et ça booste, ça passe en Gémeaux, ça va aller partout. Bon, donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est un petit peu antagoniste. On a normalement quelque chose qui se pose dans la matière, qui se pose doucement, etc. avec le Taureau. Et on a plein de trucs de planètes rapides qui viennent percuter, en fait, d'électrons qui viennent percuter cette énergie-là pour finalement en faire des situations simultanées qui vont se générer dans la matière, avec l'obligation pour nous de pouvoir faire un choix. Et c'est ça qui va finalement être l'essentiel, c'est comment garder ce discernement dans la matière quand on va avoir autant de choses qui vont nous pousser finalement à prendre des décisions rapides et à enchaîner les choses. Donc voilà, on peut avoir des tas de choses qui en plus ne sont pas forcément concordantes. Vous voyez, qui ne passent pas forcément dans les sujets de... Donc, c'est quelque chose de très, très piquant qu'on va avoir. Donc, qui est très simultané, beaucoup de choses. Donc ça, c'est une énergie qui nous est proposée pour cette lune du 4-5 mai et qui est très surprenant, qui surtout ne va pas arriver gentiment, doucement. C'est un truc qui va schlac, arriver, boum, et se poser, repartir, se reposer sous une forme différente, etc. Donc c'est ça qu'il faut bien mentaliser. Il faut bien mentaliser que le truc, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, il apparaît. Et à chaque fois, pourtant, c'est réel. C'est ça qui est un peu... voilà. On a donc, quand je parlais de Mars en Gémeaux, on a une opposition qui est assez problématique dans cette lune, qui ne correspond pas... voilà. On a une opposition Mars-Jupiter. Cette opposition Mars-Jupiter, elle est d'autant plus difficile, donc on sait que Jupiter est rétrograde en Sagittaire. Jupiter, c'est la légalité, c'est ce qui est... ouais, c'est la légalité, c'est l'autorité, c'est l'État, c'est l'introspection, on l'a vu. Hein. Donc ce retour donc en énergie introspective qui va être canardé par Mars et qui va finalement générer un conflit. Alors chez certains, le conflit va être intérieur, chez d'autres, on voit comme Mars, il a globalement la maîtrise de toute la nouvelle lune. Indirectement, on va avoir quelque chose qui peut être extrêmement dur. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des malentendus extrêmement violents avec des chefs de service, avec des autorités, avec des juges, des avocats, des enseignants, des gens qui représentent, vous voyez, l'autorité. D'accord ? Donc on peut avoir plein de choses qui ne sont pas dans les clous parce que... Et on va se rebiffer. On va se rebiffer, on va ouvrir... Ben oui, Mars est en Gémeaux, donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, sauf que Mars et Jupiter sont opposés, mais ils sont également tous les deux carrés à Neptune, en Poisson. Ce qui veut dire que le sujet sur lequel on va se heurter est peut-être un mirage. Il n'existe peut-être pas. C'est peut-être un complet malentendu. En fait, c'est ça qu'il faut avoir pour motif, pour vraiment comme à l'idée, c'est que on a un sextile de la nouvelle lune à Neptune. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune, elle va aller chercher de la créativité et de l'inspiration, de l'intuition, d'accord, en taureau. Donc mais ça va générer du conflit. C'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose qui va être
complètement en dehors de la possibilité de l'État d'accepter ce qu'on va dire et ce qu'on va vouloir faire. Et ça va se montrer dans un conflit. Alors, je parle de l'État, je parle globalement de l'autorité. L'autorité étant à notre niveau, évidemment global, ça peut être l'État, mais à un niveau autre, ça peut être toute forme d'autorité, peu importe, jusqu'au père, jusqu'à l'oncle, voilà. Jupiter, c'est ça aussi. Donc, on a une problématique qui est assez forte à ce sujet-là. Puisque on a cette lune, cette nouvelle lune qui va chercher cette créativité. Cette nouvelle lune, elle va aussi aller alimenter les anciennes institutions qui sont Nœud Sud, Saturne et Pluton. Et là, on parlera tout à l'heure dans la troisième partie de tout ça, parce que Saturne, au 4-5 mai, Saturne et Pluton sont passés rétrogrades. Pluton à partir du 25 avril et Saturne à partir du 1er mai. Sauf que toutes ces planètes en Capricorne, qui sont des planètes lourdes, conjointes elles-mêmes au nœud sud, c'est-à-dire des nœuds qui représentent finalement d'anciens événements historiques qui ne se sont pas bien passés et qu'on va nous resservir encore une fois, donc d'anciennes énergies qui n'ont pas abouti correctement, on inverse des énergies saturniennes et plutoniennes. Donc Saturne, c'est les blocages, Pluton, c'est l'instinctif et c'est les transformations profondes. Et on met tout ça en Capricorne et on se dit, au niveau de l'État, ça merdouille très fort. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces périodes de rétrogradation ? On va arriver, alors ça sera en juin, on le verra, au moment, je crois, je ne sais plus, vers 21 juin, un truc comme ça. On aura quand même Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune, donc les 4 grosses, qui seront toutes rétrogrades. Ça va être quelque chose, ça ne peut pas être une période de fluidité. C'est pas possible. Alors, je pense moi, hein, alors après, ne me sautez pas dessus si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que moi, c'est ce que je vis parce que j'ai énormément de planètes rétrogrades à la naissance. Le fait que certaines planètes passent rétrogrades, moi, qui les ai comme ça, dans ce sens-là, à la naissance, me convient plutôt pas mal. C'est-à-dire que cette énergie d'introspection, finalement, je me suis incarnée avec, entre guillemets, donc je me trompe peut-être, hein, mais j'ai tendance à penser que les gens qui sont nés sous des planètes rétrogrades, quand la planète passe rétrograde, ils n'ont pas forcément quelque chose de négatif là-dedans et ils ont peut-être des choses qui sont plus naturelles pour eux. Voilà. Maintenant, je ne veux pas dire que ça apporte que du positif. Hein. Forcément, si vous êtes né avec ça rétrograde, c'est que vous avez un beau karma là-dessus. Si vous avez travaillé là-dessus et que vous avez déjà utilisé cette énergie d'introspection, je pense qu'effectivement, vous êtes plus à l'aise avec. Mais ça ne veut pas dire que c'est bénéfique autant pour ça. Voilà, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis simplement qu'il y a des choses qui sont ressenties comme étant plus naturelles quand on est peut-être né avec. Donc voilà, donc à partir de maintenant, on est dans une espèce de zone où les énergies sont clairement inversées. Donc on attend de nous des transformations, des mutations, des choses qui vont aller chercher la profondeur. D'accord ? On n'est pas simplement à essayer de faire des petites choses en marche. On voit déjà comment Mercure, quand il est rétrograde, il nous fout le boxon un petit peu partout. Ici, on va avoir les planètes lourdes. Alors, encore une fois, c'est toujours ce que je dis. Hein. Les planètes, pour moi, les phases de rétrogradation sont dangereuses. Au démarrage, les périodes stationnaires, au démarrage de ces périodes de rétrogradation, et à la fin, quand elles vont se remettre direct. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a des gros événements qui se produisent et qui clashent le truc. Et après, c'est vrai qu'effectivement, on prend un coup dans la figure et ensuite,
on a une période qui s'ouvre pour y réfléchir, si on parle comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est la façon de gérer ces planètes rétrogrades. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une phase quand même où on n'a pas toutes les planètes qui sont rétrogrades tout le temps, même si Pluton, quand il est rétrograde, je crois, quand c'est dans les périodes du printemps, je crois qu'il est beaucoup plus longtemps rétrograde que quand il est vers la zone de fin d'été, là. Il me semble que ça n'a rien à voir. Il y a des petites rétrogradations de Pluton et des grandes rétrogradations de Pluton. Il me semble que c'est lié à une histoire de période de l'année. Donc c'est de l'astronomie, ça, hein, c'est pas de l'astrologie. Mais voilà, il y a un truc qui me fait dire que volontairement, on nous colle le nez dedans et maintenant on dit, bon, allez, on y va là, c'est bon, on y va. Et donc, le tout piqué par ce Mars qui est en face de Jupiter pour nous dire, bon les enfants là, s'il faut y aller par le conflit, on va y aller par le conflit, mais il faudrait essayer d'activer le truc. Alors oui, Mars opposé Jupiter carré Neptune, au niveau policier, au niveau de l'État, au niveau de l'autorité, c'est pas bon, hein. Cette démarche opposition Jupiter, etc., Mars-Jupiter, c'est une énergie, pour vous traduire, le suicide policier, c'est ça. C'est cette énergie latente-là, d'accord, qui va prendre, donc chez ces gens qui sont connectés à cette énergie de Mars et de Jupiter, donc finalement d'un petit peu d'agressivité, hein, parce pour moi on ne peut pas être policier s'il n'y a pas du tout de notion de pouvoir rentrer en conflit, hein. Ben voilà. Si on n'aime pas le conflit, à mon avis c'est pas un domaine qu'on fait, donc, et qui est opposé à directement l'autorité. Je pense qu'il y a des conflits internes à cette filière-là qui font qu'ils se sentent abandonnés, les gens, les gars, les filles, et que on est face à des gens qui doivent être dans une souffrance terrible parce que cette opposition-là focalise avec le carré de Neptune, l'impression et le mirage qu'il n'y a pas de sortie possible. Vous voyez comment un truc énergétique peut finalement aller s'agripper au-dessus de vous. Donc c'est à chaque fois ce que j'essaye de vous expliquer, hein, avec ces lunes, hein, c'est que on subit des choses du dessus, hein, c'est globalement la météo, mais si on en est un peu conscient, on peut très bien dire, mais hop, 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 ce truc, effectivement, ça me rend comme ça, parce que je le chope d'en haut, mais non, je vais me décaler un peu, et ce truc, je vais y réfléchir pour qu'il ne m'atteigne pas. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand je suis l'énergie, c'est pas je suis Charlie, c'est je suis l'énergie, mais ça marche pareil. Eh bien, je subis les contre-coups énergétiques de ce que j'ai matérialisé. Donc, à partir de ce moment-là, on a ce genre de choses qui peut être violent si l'aspect est violent. Et c'est le cas. L'aspect est violent. Donc, bon, on a cette donnée qui est pas oubliée, qui est cette donnée de conflit basé sur un mirage, un malentendu, qui est suscité pour générer des réflexions sur Jupiter par rapport à la foi, par rapport finalement à la matière, parce que tout ça, je vous rappelle que c'est encore lié à la nouvelle lune, puisque c'est Mars qui en a la maîtrise, etc., etc. Donc on a ce genre de truc qui est latent au-dessus de nous et qui peut, eh bien oui, Uranus étant également au Taureau, il n'est pas conjoint à la nouvelle lune, hein, mais il est dans cette dynamique du Taureau. Donc il a une influence aussi sur les autres planètes qui sont aussi dans cette énergie. C'est pas... Aujourd'hui, il faut qu'on parte sur l'idée qu'on n'est pas cloisonné dans les énergies. On n'est pas... Uranus, il est pas à 5 degrés de l'autre planète, donc surtout il est... Non. On a une énergie. L'énergie, il n'y a pas de limite. Enfin, c'est comme Tchernobyl qui s'arrête aux frontières, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, non.
Non, c'est un tout, c'est une construction, c'est parfois même un enchevêtrement de choses, mais vous ne pouvez pas expliquer que si c'est pas à 5 degrés, ça n'a pas d'impact, alors qu'on est sur une planète en plus magnétique. Donc non, c'est pas possible. D'accord? Bon. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce Mars qui est en Gémeaux, il échange de maîtrise avec ce Mercure qui est en Bélier. Donc Mercure est bien le maître du Gémeaux et Mars est bien le maître du Bélier. Donc on a des polémiques, puisque Mercure c'est la parole, Mars c'est bien la baston, et donc on va avoir des choses agressives qui forcément ne peuvent pas s'arrêter facilement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir Saturne, qui rentre en rétrogradation. Donc, on a des blocages, on a des choses qui n'avancent pas, on a des résistances. Donc, on ne va pas pouvoir se baser sur la stabilité de nos planètes lentes pour pouvoir arrêter ce qui peut prendre feu. D'accord? On est sur quelque chose qui peut... voilà. C'est vraiment quelque chose qui va aller crescendo pour moi. Donc, surtout, ça peut arriver dans le contexte collectif, mais pas que. Ça peut arriver dans votre contexte individuel. Donc, l'idée, c'est de bien conscientiser le fait que vous êtes sur une énergie qui ne vous appartient pas et que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Elle est là en up. Donc non, je fais un pas en arrière, puis je vous laisse tous là. Allez-y, battez-vous, mais moi, non, ça m'apporte rien. Voilà. Mais soyez conscients que cette énergie est là, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Il y a quelque chose qu'on va revoir tout à l'heure, qui est la lune noire qui rentre aussi. En poisson. Alors, ça fait 10 mois qu'elle était en Verseau, à peu près. Et finalement, elle a ouvert l'inconscient collectif, puisque le Verseau, c'est la collectivité, c'est les amis, c'est les nouvelles technologies. Elle a aussi fait naître aussi des angoisses sur le transhumanisme, qui sont réelles, pour le coup. Et elle a aussi généré des gens qui vont aller dans le transhumanisme. D'accord? C'est-à-dire des gens qui vont développer des choses qui viennent de leur inconscient, qui viennent de leur vie future, passée, ce que vous voulez, et qui arrivent à matérialiser des choses super, des prothèses New Age, des moyens de transport, des choses qui sont particulièrement compliquées et chouettes pour l'humanité. Et en contrepartie, on va avoir ceux qui sont complètement lune noire, c'est-à-dire vraiment indécrottables au niveau de l'inconscient collectif et du bien et du mal, entre guillemets. Mais évidemment, s'il y en a qui font quelque chose de super avec cette énergie-là, il y en a qui vont l'utiliser à faire des choses aussi pourries, mais de l'autre côté. Donc plus on fait un truc super, plus on va avoir le truc pourri. Et ça existe aussi. Voilà. Donc ça, c'était une espèce d'énergie qui est venue donc générer ces gilets jaunes, c'est-à-dire ce mouvement collectif qui nie le signe en face, c'est-à-dire le chef, et qui veut exister dans sa transversalité, c'est-à-dire qui ne souhaite pas valider le pouvoir d'un sur les autres, mais qui demande l'universalité, la transversalité, la transparence, des valeurs de fraternité, tout ce qui est véhiculé par le Verseau. Bon. Aujourd'hui, cette lune noire, elle va rentrer, donc on va le voir en poisson, et donc elle va faire partie des énergies qui vont changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de gens qui vont s'agréger au signe qui est de l'autre côté des poissons,
le signe opposé au poisson, c'est la Vierge. Et donc la Vierge, c'est tout ce qui parle de concret, de matière, mais pas la matière du taureau, hein, c'est la matière qui est bien sectorisée, qui est bien aseptisée, qui va être... c'est la comptabilité, par exemple, le signe de la Vierge, c'est la santé, avec l'hygiène, le côté hygiène, hein, de la santé, de l'alimentation, tous ces machins-là. Donc on va avoir, qui vont être générés, des problématiques très anxiogènes qui vont concerner ces domaines, qui vont concerner la compta, qui vont concerner la santé. Et la santé, moi je pense, mais c'est que moi hein, qui pense ça, la santé au niveau épidémique, au niveau intoxication. Par exemple, l'intoxication au plomb pour l'incendie de Notre-Dame. Alors je vous rappelle que les vitraux et autres couvertures, hein, c'est plomb plus arsenic, plus. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire qu'à Paris on a respiré de l'arsenic et des machins, mais le plomb, on sait que c'est du saturnisme. Bizarrement, c'est du saturnisme et Saturne devient rétrograde. D'accord ? Et on a, tout ça c'est carré, et on a une lune noire en poisson. Donc oui, il va y avoir des intoxications de ce goût-là. En plus, Jupiter opposé Mars, on a une liaison avec le fer, avec le métal, avec... Voilà. Donc on a, je dirais, une liaison avec ces valeurs anxiogènes de la lune noire qui vont être véhiculées par je dirais, les symboles et les significations liées à la Vierge. Plus l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient, lui, il est lié au poisson. Et donc, tout ce qui a été fait, je dirais, comme bassesse et avilissement sur l'humanité au niveau des religions, au niveau de ses croyances, au niveau de ses schémas familiaux, au niveau de tout un tas de choses qui ont été validées sur l'humanité alors qu'elles n'auraient jamais dû l'être. Des découvertes aussi qui peuvent être liées évidemment à la spiritualité. C'est ça que la Lune Noire va chercher à nous envoyer. C'est connectez-vous à votre vraie spiritualité. Quoi qu'il se passe, qui est crado autour, de toute façon, vous aurez une spiritualité qui va vous emmener au plus. D'accord ? Il y a les notions d'altruisme qui dépassent exactement ce truc-là, parce que le poisson, c'est le 1 dans l'amour inconditionnel. Donc la Lune Noire, elle va aller chercher des sujets qui vont émotionnellement nous mettre des hauts le cœur pour qu'on développe cette notion d'amour inconditionnel. Donc ça donne pas envie, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça donne pas super envie, non. Mais ça donne pas super envie, mais sincèrement, on n'a pas le choix, donc il faut vraiment il faudra avoir ce discernement qui devrait nous permettre d'essayer, parce que c'est pas évident avec ce genre de choses-là, d'aller chercher cette compassion en fait, que nous demande le poisson. Mais je vous dis, ça va pas être super évident parce que ça va d'abord, je pense, libérer des zones anxiogènes qui sont liées à la Vierge. Parce qu'en fait, la Lune Noire, elle est travaillée sur le truc qui est en face, en fait. Et avant de pouvoir, une fois qu'on a à peu près travaillé, équilibré, on va pouvoir développer les composantes du signe en lui-même qu'on va pouvoir regarder. Donc ici, c'est les poissons, et donc ce qu'on va commencer par nous emmener comme zone anxiogène, c'est véhiculé par la Vierge. Donc santé, alimentation, comptabilité, donc oui, crise économique, oui, probablement, des problèmes d'épidémie, des problèmes de maladie, des problèmes qui sont liés à l'environnement, parce que la Vierge, c'est ça aussi, des problèmes liés aux animaux, c'est ça aussi la Vierge. Après, il y a tous ces aspects de corps syndicaux. Alors, je ne sais pas si y aura une corrélation avec ça.
des groupes, vous voyez, des groupes. La Vierge, c'est aussi le travail, hein, c'est travail avec le travail quotidien. Donc, bon, il y a quand même des trucs, et comme là, elle bascule aujourd'hui 1er mai, pour 10 mois. Donc, cette énergie-là, on va devoir la travailler, hein, qu'on veuille ou pas. Sachant qu'on va devoir la travailler, essentiellement, on aura un point d'orgue qui sera, allez, dans 6 mois, quand elle va rencontrer Neptune. Et l'astéroïde Karma. Hein, parce que c'est et Nessus. Sinon, ça serait pas drôle. C'est-à-dire que on va avoir un point d'orgue quelque part qui se situe pour moi en fin d'été. Et pour moi, qui sera climatique, d'abord, qui peut être climatique. D'accord ? Les fuseaux horaires. Donc là, voilà. Dans les fuseaux horaires, donc on a vu qu'on avait pas mal de... On avait 2 types de lune. On a d'un côté la lune du 4 mai, hein, et de l'autre côté la lune du 5 mai. Donc moi je vais commencer par la lune du 4 mai, et donc par Tahiti. Tahiti, bonjour à mes amis. Tahiti, Hawaï. Donc elle aura lieu le samedi 4 mai à 12h45 heure locale, et donc elle sera ascendant 16 degrés 42 minutes Lion. Donc ici on a une demande. Alors cette nouvelle lune, elle va avoir lieu en Taureau en 9, donc avec Uranus aussi en 9. Donc il y a une demande d'évolution, il y a une demande de spiritualité, il y a une demande de compréhension des spiritualités, d'autant que Jupiter, sur qui repose ce truc-là, est vraiment localisé sur la créativité, sur les enfants, etc. Donc il peut y avoir aussi des tensions, hein, avec le collectif, avec quelque chose qui finalement nous plaît pas dans le collectif. Il peut y avoir des embrouilles au niveau collectif, puisqu'on se souvient qu'on a Mars opposé Jupiter entre la maison 5 et la maison 11. Donc on a des choses aussi, le nœud est en maison 12, en Cancer. Donc on peut avoir des brouilles familiales, hein, qui peuvent être entre parents et enfants notamment, entre amis, qui peuvent déboucher sur des malentendus. Donc faites attention. Faites également attention à vos partenariats. La lune noire qui passe en Poisson, elle est en maison 7, donc il peut y avoir des découvertes de choses qu'on ne soupçonnait pas. Des mirages, des choses comme ça qui sont assez complexes, mais qui peuvent ressortir de façon inopinée. Là encore, toutes les planètes rapides sont en maison 8, donc qui sont des maisons d'épreuves et de transformation. Donc en Bélier, on est face à quelque chose qui peut arriver, des métamorphoses ou des modifications, des épreuves qui peuvent arriver très soudainement. Donc méfiez-vous, protégez-vous, faites attention. Au niveau du travail, c'est pareil, il peut y avoir des choses qui se passent et qui sont assez désagréables. Donc surtout, modélisez bien les choses. Je pense qu'effectivement, on a une zone qui est à la fois à qui on demande d'évoluer spirituellement, mais qui peut être touchée par tout un tas de choses matérielles pour pouvoir évoluer, et l'État peut se montrer incapable, et notamment au niveau du travail, de payer par exemple, etc. etc. C'est assez compliqué. Donc ça c'était le GMT-10. Le GMT-7 qui est donc Yellowstone, la Californie, le Mexique, malheureusement, c'est comme ça, le Venezuela aussi. Donc on est le samedi 4 mai, 16h45. Là ici on est sur un ascendant Balance. Et
cet ascendant balance va nous parler d'harmonie, de partenariat, d'état, de diplomatie. Et évidemment, comme cette diplomatie, elle se trouve en bélier, c'est plus une diplomatie des armes de guerre, avec effectivement l'État qui va communiquer par une déficience totale d'écoute, et qui va surtout communiquer par les armes. On a des choses qui peuvent être des écroulements de régime qui peuvent être très profonds. Donc on a des racines énergétiques liées à la politique qui commencent à être attaquées dans cette zone-là. On le voit avec le Venezuela, je pense qu'on va le voir aussi avec le Mexique, et il peut y avoir, parce que cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 8 en taureau, donc il y a une espèce de mort de la matière, donc il y a quelque chose qui va être transformé profondément, et qui peut très bien ne pas être super agréable. Neptune a lieu, est en maison 6, donc on peut avoir des intoxications, des choses qui ont lieu dans le quotidien, ou des maladies, ou quelque chose de fumeux, quoi, quelque chose qui correspond à... Voilà. Donc, on a vraiment, je dirais, un impératif de changer et de métamorphoser tout l'entourage, la façon dont on voit les partenariats, dont on vit avec les gens. Donc voilà, il y a quelque chose qui demande le changement là-dedans, hein. Très, très clairement. Alors, GMT moins 7, GMT moins 4. Donc, ça c'est mon ami Coco de la Martinique. Voilà. Alors, donc, on est à 18h45 le 4 mai, ascendant Scorpion. Alors là, il y a une recherche de vérité. Là, on essaye vraiment d'aller creuser pour aller chercher quelque chose. Chercher le pourquoi, finalement, on reste coincé, soit au niveau immobilier, soit au niveau de ses finances, soit au niveau du boulot, soit au niveau... voilà. Et on va aller taper dans le dur. Alors, il peut y avoir des conflits et des choses très fortes, donc méfiez-vous de ce que vous dites, hein. Méfiez-vous des paroles que vous pouvez prononcer devant des gens qui peuvent être un peu procéduriers. Parce que je pense que c'est pas super fiable le truc, hein. Donc on peut très bien avoir des gens qui sont animés de mauvaises intentions et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous tombiez dedans, hein. Donc voilà. La communication, il va y avoir c'est pareil, on est sur un espèce d'état qui va essayer de communiquer quelque chose. C'est comme s'il y avait une espèce d'écroulement, arrêt, blocage de certaines vieilles structures. D'accord ? On se retrouve complètement bloqué par rapport à des institutions, il y a une résistance folle de quelque chose qui nous empêche complètement de bouger. Mais réellement, hein, c'est un truc... voilà. Et dans le travail, on a aussi la possibilité de modifier les choses, de pouvoir avoir de bonnes idées, mais attention à la façon dont on les met en pratique et dont on communique dessus. Quand vous avez un job, que vous voulez faire quelque chose, que vous avez besoin d'un truc, je sais pas, d'une autorisation administrative, etc., pesez bien vos mots. Ne faites pas n'importe quoi. Regardez bien ce que vous signez. D'accord ? Parce que là, clairement, on a des trucs qui sont faits pour vous faire aller dans le mur. Et ensuite, vous donner à réfléchir sur ce que vous avez fait. Donc, on vous demande ici vraiment de la gestion super rigoureuse de votre administratif et de ne pas croire qu'en demandant à l'État, vous aurez des solutions. Mais surtout, n'allez pas de façon un petit peu bébête, entre guillemets, demander un soutien à l'État et penser qu'il ne va pas regarder ce que vous faites, hein.
Là, il y a une espèce de truc qui fait que les institutions, l'autorité, etc., ça se traduit en planche pourrie. Donc, tout ça, pourquoi? C'est pour obliger les gens à regarder à l'intérieur, voir quelles sont leurs vraies valeurs, leurs vrais potentiels, etc. Et clac, ressortir ça de ce côté-là. Mais c'est pas du tout fait pour demander à l'extérieur, attendre quelque chose, parce que là, on est dans un blocage, mais sensationnel. Là, c'est phénoménal le truc, hein, quand même. Donc voilà. Donc on passe à GMT-2. Alors il y en a que j'ai pas fait aujourd'hui, hein, j'ai pas fait Québec qui ressemble au -7. Voilà, il y en a que j'ai pas eu le temps de faire du tout et je m'en excuse. Je les reprendrai la prochaine fois. Je suis obligée sinon après c'est beaucoup trop long et voilà. Donc on est sur Saint-Pierre-et-Miquelon, donc 20h45, toujours le 4 mai, et on a toujours cet ascendant Scorpion. Donc ce que je viens de dire, et c'est pour ça qu'il y a des fois j'en fais pas parce qu'on se retrouve dans ce cas de figure, et bien ce que je viens de dire exactement pour la Martinique s'applique aussi à vous. D'autant qu'on a cette problématique qui se retrouve un petit peu concentrée parce que c'est insulaire et qui va générer peut-être encore plus des confrontations et des choses un petit peu tendues. D'accord? Donc faites bien attention aussi à tout ce que je viens de dire, donc à ce que vous faites, etc. Parce qu'il y a des remises en cause, des remises en... Vraiment, attention aussi... à ne pas vous friter directement avec l'État, parce qu'il y a des choses qui, malheureusement, hein, ça ne sera pas dans votre faveur. GMT+2, c'est nous, ici. Paris, Europe, le Maghreb. Et ici, donc on passe le 5 mai. Et 5 mai, 0h45, heure locale. Et on passe, donc non plus l'ascendant Scorpion, mais on monte, hein, toujours. Enfin, on translate. On va avoir 26 degrés 43 minutes ascendant Sagittaire. Et donc là, on est conjoint à notre Jupiter rétrograde. Donc, eh bien, nous, on est toujours dans le bordel ambiant de État ou pas État, manif ou pas manif, grand débat versus solution. On n'en sort pas. Les polémiques, à mon avis, ne vont pas s'arranger. En maison 1, nous avons le Saturne qui passe rétrograde, le Pluton qui passe rétrograde, le nœud sud. Donc, autant vous dire que je pense que pour notre zone, c'est pas bon du tout. Au niveau social, au niveau de l'autorité, au niveau de la compréhension des choses, au niveau de la communication et au niveau surtout de la matière. On se retrouve avec une maison 2 qui va être un petit peu... donc c'est l'argent, c'est les possessions, c'est les avoirs, c'est la matière, c'est le taureau. Hein. C'est l'équivalent du taureau. Une maison 2 taureau, c'est toujours en relation. Et on va avoir cette lune noire qui va être dedans, donc qui va poser des angoisses au niveau de ce qu'on a, d'accord, clairement. Le Neptune qui est dedans, donc qui va essayer d'enfumer tout ça. Avec, évidemment, tout ça, c'est carré ce que va nous dire l'État, ce que va communiquer l'État, et c'est carré ce qui va être généré en réaction à tout ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ce qui va être communiqué n'est pas forcément un reflet de la réalité de ce qui sera fait, et il va y avoir peut-être quelque chose qui va provoquer, je dirais, une situation où la communication, il y a beaucoup de choses dans cette maison 3 de la communication. On a Chiron, Vesta, Vénus, et le Mercure va passer à côté de, finalement, maison 4 d'Uranus, donc il va aller gratter le discernement des origines. Donc, la nouvelle lune en taureau a lieu en maison 4, qui est
à un niveau autre aussi une maison politique, une maison du grand âge, maison saturnienne. Et donc, on se retrouve avec évidemment la position de Saturne rétrograde, conjoint de Pluton, conjoint de Sud, en maison 1. Donc, ça veut dire que cette zone-là donc, est touchée par une dégénérescence des institutions. On pense à l'Algérie, hein, très clairement, ou les autres pays du Maghreb également, qui sont vérolés par des institutions qui essaient de garder le pouvoir de façon complètement éhontée, en diffusant au pays des droits de l'homme et de la libre communication. Je pense qu'on est les champions pour faire la morale à tout le monde, mais sincèrement, s'il y a une info de vraie par jour, on a du bol. C'est sans arrêt, on nous rabâche des trucs pour essayer de laver le cerveau à des gens qui veulent surtout rien entendre. Et dès lors que vous émettez une opinion inverse, vous êtes complotiste. Ça va super vite. On a une dégradation de la possibilité de s'exprimer, ne serait-ce que par rapport aux années 80 ou 90. Hein. C'est un truc que moi-même, je ne suis pas momifiée encore, mais que j'ai vécu. Voilà, vous ne pouvez pas exprimer la même chose. Moi, quand j'avais 15 ans, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus trash à dire que ce qu'il y a maintenant, qui est complètement aseptisé, qui est complètement... Dès lors qu'il y a quelque chose, hop, on va diriger aussitôt un faisceau d'injures et de fausses idées, de faux machins, et ça va dans tous les sens. Donc ça, c'est une construction de communication. Il y a des gens qui travaillent à ça, il y a des gens qui travaillent à enfumer tout le monde. Ok. Donc ça correspond à cette prise de conscience de cette nouvelle lune en taureau, en maison 4, donc maison de la matière et saturnienne de la politique, avec de la réflexion de Saturne qui vient de passer rétrograde aujourd'hui, et donc qui va nous amener des doutes. D'accord ? Des doutes, des blocages, des façons de pouvoir poser les choses différemment, etc. Donc c'est très très intéressant parce que on a quand même des choses qui sont ici qui sont très marquées. Alors ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en réalité parce que les énergies sont quand même super fortes. Donc voir comment ça va se matérialiser. Moi je pense que voilà, on a une prise de conscience des valeurs matérielles, hein, des valeurs familiales aussi, hein, c'est à un autre niveau. Cette maison 4, c'est la maison du foyer, donc on a aussi au niveau familial dans cette zone là des valeurs refuges qui vont se développer, qui vont se renouveler également, hein, avec un autre mode de fonctionnement. Et ça par contre, c'est complètement positif, parce que c'est le blocage de Saturne, cette rétrogradation de Saturne et Pluton, qui va nous emmener sur un déblocage global de cette nouvelle forme de visibilité de la famille, ou de visualisation de la famille, ou de matérialisation de la famille à un niveau qui va être différent en ressenti en fait. Hein. On va aller à GMT plus 4, hein, donc la Réunion. Heure locale 2h45, le 5 mai. Et on a un ascendant Poisson. Alors cet ascendant Poisson, il est sur le Neptune. Donc lui aussi, il va déguster, entre guillemets, au niveau des mirages, au niveau de l'eau, au niveau de ce qui va être fait et dit entre cette opposition Jupiter-Mars qui se retrouve sur les cuspides, donc les pointes de la maison 4 et de la maison 10. Donc toujours en astrologie, c'est la famille et le travail et la réussite. Et c'est les différentes façons aussi de voir la politique. D'accord ? C'est la mère et le père. Donc on voit comment on va être amené à réfléchir de façon intrinsèque sur finalement nos rapports à la parentalité, nos rapports à ce qui nous motive et le squelette de ce qu'on est. Finalement, avec l'incendie de Notre-Dame, on a perdu un pan important
dans le squelette de la culture européenne. Reconstruire Notre-Dame avec du béton et des flèches en verre, enfin je veux dire, les mecs n'ont pas compris énergétiquement ce que c'était. Donc, ok, donc on a perdu quelque chose qui était de toute façon un point important. Ça, c'est l'approche, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, c'est exactement cette approche de la lune noire en poisson, qui approche du poisson. C'est exactement ça. C'est qu'on a brûlé la matière ésotérique. La vierge de la matière a été brûlée pour pouvoir revisiter finalement le rapport qu'on a à la foi, à notre spiritualité et à un symbole qui a fait vaciller finalement tout l'intérieur de notre culture européenne. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir comment on est focalisé aussi à La Réunion sur cet aspect qui est très très violent entre Jupiter, Mars, carré, Neptune sur l'ascendant, c'est-à-dire que La Réunion va subir, je dirais, des polémiques, va subir des altercations, va subir des enfumages, mais ça peut se traduire aussi sur le plan climatique, avec un événement qui se passe et un état qui est complètement incapable de réagir correctement. Voilà, il y a des positionnements en fait de gens. On voit aussi ce Saturne rétrograde, Pluton rétrograde qui sont en cuspide de maison 11. Donc ici, à La Réunion, il se passe quelque chose. D'accord ? On a aussi la nouvelle lune qui est en cuspide de maison 3. Donc il y a une volonté de communiquer sur la matière qui est forte et qui va être finalement... il y a quelque chose qui va se déclencher dans la matière par Mercure et Uranus qui sont en maison 2, donc qui tapent dans la matière, avec pour volonté une prise de conscience. On a envie d'avoir une conscience forte des choses matérielles et qui fondent notre réelle spiritualité, notre rapport à l'état aussi, notre rapport à ce qui a le droit de nous dire quoi. C'est confirmé par le Chiron en maison 1 qui demande la guérison de La Réunion, qui demande la guérison de la population, des individus. D'accord, c'est intéressant. On verra ce qui se passe, hein, mais voilà, dans cette zone-là, il y a vraiment des trucs intéressants qui arrivent. GMT plus 9. Tokyo, Indonésie, Japon. On a vu, je crois que c'est en ce moment-là, que l'empereur change. Donc la nouvelle lune a lieu le 5 mai, 7h45 heure locale. Donc on a vu que ça change. Le vieil empereur a abdiqué pour son fils et on ne sera pas donc surpris de trouver un ascendant Cancer, donc qui matérialise la famille, pour cet espace-là. Donc on a un idéal, on a Junon qui est pas loin, on a le nœud nord qui est pas loin. Donc on est sur vraiment énergétiquement une transmission. C'est marrant parce que c'est presque beau, quoi. C'est un truc... alors que on pense que... Enfin, on nous explique que ça sert à rien, quoi. Mais il y a quelque chose de tout à fait lié aux questions familiales. D'autant qu'après, cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 11. Donc elle impacte le collectif, d'accord ? Et on a évidemment... la lune noire en maison 9 qui va demander à pouvoir réfléchir, d'accord, qui va demander, il y aura certainement suite à ça, peut-être des rapports difficiles avec l'étranger ou des choses qui ne seront pas comprises, etc. Et une volonté aussi, Chiron étant 10, donc de calmer le contexte politique. Donc je pense que ce monsieur interviendra certainement dans tout ce qui se passe en ce moment, pour calmer politiquement les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être comme ça. GMT plus 11, donc on est à Nouméa. On est donc toujours le 5 mai, 9h45, donc ascendant Cancer. Donc on a exactement la même chose. Non, c'est pas ascendant Cancer. Si, c'est ascendant Cancer, d'ailleurs 0-0, ça c'est marrant.
Et donc on a une dominante familiale qui s'exprime aussi là dans cette zone avec, voilà, avec une réflexion. Alors les maisons sont placées un petit peu différemment, ce qui nous donne effectivement aussi un impact collectif, mais on a des réflexions sur la spiritualité insulaire. D'accord ? On a toujours ce lien à l'eau qui revient, qui revient, qui revient. Cette lune noire qui est en poisson en 8, donc il y a des possibilités d'avoir des modifications, des choses et des transformations liées à tout ça, liées au climat, quelque chose qui se passe. Et attention à vos partenariats, attention à l'État, attention, oui, vraiment à vos partenariats qui peuvent bloquer. Si vous avez des projets de travail, des machins comme ça, attention à ce que vous faites au niveau administratif parce que ça peut se bloquer. Hein. Ça peut se bloquer sévère votre truc. Donc surtout, soyez bien alignés, gardez bien les pieds sur terre pour ne vraiment avoir pas de soucis dans ce domaine-là. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était les fuseaux horaires. Donc je ne suis pas en avance. Je vais passer à la numérologie qui va être un peu dense aussi, puisque on a le 4 mai et le 5 mai. Alors le 4 mai, on a le 21, d'accord, puisque si vous faites le 4 plus le 5 du mois de mai, plus 2, plus 1, plus 9 de 2019, eh bien, vous obtenez 21. Donc on est toujours, pour cette zone-là, sur le monde. Donc on est vraiment dans un point d'orgue, d'accord, dans un point, dans une réalisation qui est achevée, qui est donc on a toujours ce personnage archétypal qui est dans une mandorle et qui va regarder vers le passé, c'est-à-dire qu'elle regarde à gauche. Et elle a l'air de laisser finalement, de voir un petit peu tout le chemin parcouru pour arriver à ce point d'orgue, à ce point d'achèvement. Donc, elle a d'un côté finalement, avant de pouvoir se poser, elle a un récipient qui contient le principe féminin, un bâton qui va matérialiser le principe masculin. Et on va donc ensuite pouvoir évidemment réunifier les deux pour pouvoir donner naissance à un nouveau cycle. Ça, c'est un petit peu la façon de voir cette vibration-là. La mandorle, je rappelle, l'espèce d'œuf en couronne de laurier, je rappelle que c'est une construction religieuse. Hein. Ça rappelle les Christ en gloire et autres personnages ascensionnés en gloire, entre guillemets. C'est de la tradition chrétienne et uniquement qui, je dirais... ouais, parce que chez les Romains, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais chez les Romains, j'ai pas souvenir qu'il y a ce genre de choses. Et donc, d'autant plus que dans cette carte du monde, vous avez en haut et en bas, bien ordonnés, les symboles des 4 évangélistes. Donc, je vous rappelle, l'ange, c'est Saint Matthieu. Le lion, c'est Saint Marc. On doit avoir le bœuf, c'est Saint Luc. Et on a l'aigle qui est Saint Jean. Donc, si vous allez devant les églises et que vous regardez les tympans, vous allez retrouver ça. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas juste pour le Tao. Hein. C'est des trucs qui existent sur tous les tympans. Les symboles des 4 évangélistes, ça s'appelle le tétramorphe. Et on se retrouve avec des représentations symboliques des 4 évangélistes un peu partout. Alors, vous allez certainement en trouver plus sur les tympans romans et premier art gothique, parce qu'après, on est plus dans gothique rayonnant, on est carrément plus dans les rois et les reines après de l'Ancien Testament, etc. Donc on est plus sur autre chose. Donc cette mandorle, elle isole en fait le monde nouveau du monde actuel en fait. C'est pour ça qu'on dit des fois que c'est un symbole de cette carte du monde, c'est un symbole de gestation. Mais en fait, ça définit, ça délimite un espace pour le personnage sacré, qui montre une espèce de multidimensionnalité. Il y a la dimension des
du tétramorphe, donc qui est autour, qui est le monde normal, entre guillemets, et la dimension du personnage sacré qui, lui, est présent et en même temps pas là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, c'est finalement... ça, la mandorle, en fait, c'est comme... alors, ça a été conçu alchimiquement comme une forme de losange à qui on aurait gommé les bords, vous voyez. Et donc, de façon alchimique, le losange, c'est bien l'union des deux triangles de la matière et du spirituel. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est l'union des espaces, en fait. C'est ça. Donc, on a, à l'intérieur de cette gloire, finalement, on a la possibilité d'avoir une fréquence homogène qui va unifier le ciel et la terre. Donc, c'est une façon de montrer le dépassement, c'est plus que le dépassement, c'est la transcendance, il doit y avoir même un autre mot, de la dualité en fait. C'est-à-dire que la dualité, globalement, n'existe pas. On a cette gloire, et quand on arrive, cette gloire, en fait, elle transcende les espaces. Donc, finalement, le personnage en gloire, il est là et pas là. Il est à la fois dans votre espace et pas dans votre espace, puisqu'il a fusionné l'énergie du ciel en lui et de la terre en lui. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les chrétiens, les premiers chrétiens. Pour moi, je me suis posé la question aussi, mais le monde, quand on tire à cette carte du monde, pour moi, ça peut être aussi la foule, tout simplement. Je me méfie toujours des aspects multidimensionnels du tarot de Marseille. Et il y a des fois, il ne faut pas y voir des trucs symboliques. Il faut y voir juste le message direct, littéral. Et ici, le fait de tirer, de sortir cette zone du monde, ça peut être aussi la foule. D'accord ? Voilà. Alors, ce 21, c'est aussi Chine. Chine, c'est donc le feu purificateur, c'est la dent. Ça nous enseigne évidemment le discernement des choses par le trident. Hein. C'est le feu purificateur. Donc, on l'avait vu, je ne sais plus quelle vidéo je vous avais expliqué avec le trident et Shiva. Donc, ici, moi, je le rapproche au Triskel aussi. On est sur un truc qui va aller chercher plusieurs dimensions pour nous fusionner au point d'attache. Et finalement, dans le Chine, on parle toujours d'une quatrième branche qui serait invisible et qui transformerait le Chine en autre chose qui signifie changement. D'accord ? Ça donnerait un autre mot qui signifie changement. Donc on serait peut-être dans un point de bascule, effectivement, avec ce Chine. Alors, oui, le Chine, sa graphie est sur 3 vaves, donc de lettres 6. Donc à chaque fois, on se retrouve, si vous écrivez ce trident, il va vous donner la symbolique du 666, qui est à regarder avec les 6 directions dans notre espace, en fait. Et le 666, c'est le fait d'être bloqué au 6 de l'amoureux et de ne pas pouvoir accéder au plan supérieur. Hein. C'est une vibration qui est bloquée au niveau matériel. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui, là-dedans, nous permet de comprendre qu'il peut y avoir un point de bascule quelque part. Donc, voilà. Le 5 mai, eh bien, si on était le 4 mai sur du 21, le 5 mai, on est sur du 22. Alors, le 22, c'est le mat. Donc, le mat, on est sur une lame non numérotée, d'accord ? Donc, qui finalement va permettre
la création d'autre chose. D'accord? C'est une espèce de... Le fait qu'elle ne soit pas numérotée, à chaque fois, ça me fait penser au vide quantique, en fait, qui est à la fois du zéro et qui peut générer... C'est ce vide quantique qui génère... qui va permettre à la matière et à l'abondance de passer. Et en fait, le mat, ça me fait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de carte qui correspond à ce qui n'est pas créé, ce qui est dans l'intention, ce qui est dans entre deux mondes, entre deux cycles, ce qui est au-dessus mais qui n'a pas encore été matérialisé. Donc on est et qui chemine. D'accord? Donc on est sur un espèce de départ vers autre chose, et comme toute remise en ordre vers un nouveau cycle, il y a cette espèce de chaos, de désordre, puisque c'est ça, hein, le symbole du mat, c'est la folie, le chaos, le désordre, l'errance, enfin tout un tas de trucs super sympas. Et il y a quand même cette notion pour moi d'énergie fondamentale, énorme, avec un potentiel interne qui est juste phénoménal. Et c'est la première fois que en regardant cette carte-là, il m'est apparu un truc, j'ai entendu, c'était marrant, j'ai entendu les grelots de la carte. Je suis complètement givrée, hein, mais c'est la première fois qu'en regardant cette carte, j'ai une notion de bruit. Et je me suis demandé en fait dans le tarot les cartes qui faisaient du bruit. Et donc en les regardant toutes, effectivement, il y en a quelques-unes qui font du bruit. Il y a le 20, le jugement qui fait de la trompette, le 18, la lune où il y a les chiens qui aboient. Il y a le 16 où c'est le tonnerre, hein, la maison Dieu qui va cramer le dessus, comme Notre-Dame, hein, cela étant dit. Il y a le 6, l'amoureux qui parle, d'accord? Et il y a même le 7, si on veut chercher dans les détails, il y a les chevaux du chariot qui font du bruit. Mais en fait, c'était assez marrant parce que ces grelots, il y a une espèce de précipitation, quoi. Il y a une espèce de... Voilà, il y a une énergie, il y a une fréquence, il y a quelque chose d'autre en fait dans ce truc-là. Donc voilà, on peut être avec une énergie comme ça dans un démarrage de quelque chose et surtout dans le fait d'avoir une nouvelle base, c'est-à-dire d'avoir un point de départ qui est donc une dimension pour l'instant qui n'est pas d'objectif. Ce mat, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de cible. Hein. On n'est pas verrouillé sur un cap, hein, c'est ça que je veux dire. Le 22, du côté hébraïque, c'est le Tav, donc c'est l'étoile de la vérité. Donc ici, dans l'étoile de la vérité, on est vraiment dans le discernement, hein. On est vraiment dans ce qui est juste dans les circonstances, même si les circonstances sont pourries. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est juste? D'accord? Et donc, on est chargé, en fait, en plus, avec l'étoile de la vérité, de faire un pas, c'est-à-dire donc de manifester notre action dans le sens qu'on a pressenti juste. Donc, on ne peut pas juste dire « Ouais, ok, j'ai compris », et rien faire. Ici, on nous dit, et comme le mat, en fait, qui part, il y a une action, il y a une direction, et il faut s'engager dans la direction. Le Tav, en fait, il est issu d'une croix. On avait vu déjà plusieurs fois que il symbolise le sceau qui était sur le frontail le fronton du portail des Hébreux le soir de la Pâque, là, quand il y avait eu cette fameuse 10e plaie d'Égypte, mention spéciale à ma maman, parce que j'ai passé mon temps à lire les plaies d'Égypte étant petite. Donc voilà. Et quand cette 10e plaie est venue frapper le fronton, les maisons,
En fait, l'ange exterminateur, il était là pour tuer tous les premiers-nés des familles, sauf ceux qui avaient cette marque sur la maison. En fait, cette marque sur la maison, elle a le signe 22, c'est-à-dire que, en fait, elle signifie pas que vous avez marqué non, ne me tue pas, ça veut dire symboliquement que vous avez achevé le parcours. Comme on avait le 21, finalement, la personne, l'archétype qui regardait vers la gauche et qui regardait finalement le parcours qu'elle avait fait, ici, on a la même chose, c'est-à-dire ça prouve que j'ai compris symboliquement ce qui était en train de se passer et que je suis marquée d'un truc qui dit de toute façon, j'ai fait mon parcours, j'ai compris, j'ai conscience. Donc voilà, c'est ça cette fameuse marque TAV, c'est-à-dire je suis finalement proche de la conscience universelle et j'ai compris ce qui se passait. D'accord ? Finalement, ça indique qu'on a vraiment suivi ce parcours du Aleph qui est le 1, hein, comme le battleur est le 1, jusqu'au Shin du 21, et qu'on est prêt à renaître sous une autre dimension. D'accord ? C'est un petit peu matérialisé dans la Bible avec, l'Ancien Testament toujours, avec le passage de la mer Rouge hein, de Moïse et des Hébreux. Il y a une histoire vraiment de passage qui est vers le Nouveau Monde et où Moïse guide. Et donc, il y a vraiment cette transhumance, comme le mat, et qui est ici issue vers la direction de la liberté et de la vérité. Donc c'est pareil, on a ça je crois dans l'Apocalypse, où on a cette marque-là des gens en fait qui sont acceptés dans la Jérusalem céleste, où finalement c'est juste une histoire de dire ne sont acceptés dans la Jérusalem céleste que ceux qui sont dimensionnellement, vibratoirement, qui ont fait le parcours, quoi, qui ont fait pas le chemin de croix ou le Disneyland, mais qui ont fait qui ont compris en fait toutes les étapes de chaque dimension vibratoire pour pouvoir les unifier à l'intérieur de lui. C'est un petit peu ça l'idée de ce parcours initiatique. On est toujours en train de parler de parcours initiatique, bien évidemment. Voilà, et bien je suis super en retard, donc on va pouvoir faire la troisième partie dans laquelle je vous parlais de planètes rétrogrades et de lune noire en Poisson. Alors, les planètes rétrogrades qu'on va avoir là, on a déjà depuis début avril, on a Jupiter depuis le 6 avril et ça durera jusqu'au 12 août. On a donc ce Jupiter en Sagittaire qui va nous interroger, on avait vu, sur la foi, qui va nous interroger sur le rapport aussi, notre rapport intérieur même à l'autorité, c'est-à-dire que quelle possibilité d'autorité on se donne à soi-même, qu'est-ce qu'on supporte dans l'autorité des autres, qu'est-ce qu'on ne supporte pas dans l'autorité des autres, ou dans la légalité. Est-ce qu'il y a des choses légales qui nous voilà, et il y a globalement un sens de la vie et de positionnement de nous par rapport à cette vie dans ce qu'elle peut avoir comme chose positive ou négative. D'accord ? Donc c'est vraiment une globalité. Et puis, depuis le 25 avril, on a Pluton. Alors Pluton, il est rétrograde jusque en octobre, je crois. De mémoire, 4-5 octobre, un truc comme ça, ou 3-4-5, je sais plus. Et lui, Pluton, c'est l'instinct. C'est l'instinct, c'est la transformation, c'est tout ce qu'on n'a pas fini de creuser, ou toutes les problématiques qu'on n'a pas terminées. Lui, il va vous les resservir. Et il va vous les resservir pas forcément de façon agréable. Hein. On est bien d'accord. Donc finalement, on va travailler à transformer ce qui n'a pas été terminé de transformer. Donc vous pouvez avoir des situations assez désagréables qui se repointent, que vous croyez peut-être déjà ou dont vous n'aviez plus de nouvelles. En fait, c'est pour attendre la bonne énergie, entre guillemets, vraiment entre guillemets, qui va vous donner l'opportunité d'aller creuser encore et encore dans ce truc-là
pour aller finalement complètement transformer, que ça n'ait plus du tout le même sens. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur une composante scorpion. Hein. Pluton, je vous rappelle, c'est le maître du scorpion. Donc on a ces dominantes de recherche de vérité, de transformation, de mort et de renaissance qui sont véhiculées par ce Pluton rétrograde. D'accord ? Il y a des karmas aussi collectifs avec tout ça, parce que Pluton est une planète super lente, donc évidemment, on parle en génération. On n'est pas sur quelque chose qui touche un individu, c'est pas possible. On est sur du karma de génération. D'accord ? Alors oui, évidemment, ça peut vous toucher, vous, au titre machin, mais pas que. Il y a plusieurs niveaux. D'accord ? Le 1er mai, on a Saturne qui passe rétrograde. Et lui, Saturne, c'est l'exercice du pouvoir politique, mais aussi les problématiques qui vont être liées à l'isolement, qui vont être liées à la solitude, qui vont être liées aux personnes âgées, qui vont être liées vraiment à des choses qui sont très spécifiques, peut-être très arides, très ascétiques. Donc on va avoir évidemment des blocages, des résistances, l'impossibilité de matérialiser des choses qu'on souhaite dans la matière, des projets, faire construire une maison avec un Saturne rétrograde, à mon avis, ça doit bloquer. À moins d'avoir un thème individuel qui est super positif au niveau de Saturne, mais à mon avis, sinon, ça va bloquer. En fait, la résistance est faite pour vous attirer votre attention sur ce qui va casser, en fait, et ce que vous continuez à générer comme résistance en vous, et que vous acceptez comme truc rigide, alors que vous devriez le prendre en perfectionnement. Moi, je sais que les transits, par exemple, de Saturne, en règle générale, je les vis assez bien, parce qu'en fait, chaque fois qu'il se pose quelque part, je le prends comme une possibilité de renforcement. Je réfléchis à ce qui peut être renforcé. Et en fait, il a aussi cette possibilité-là de nous amener à creuser des choses où finalement on est resté super en superficie. Et là, je pense que l'inversion de Saturne, il peut nous amener à creuser ce qui est vrai, ce qui est juste, finalement ce qui est utile. C'est comme s'il y avait quelque chose dans Saturne rétrograde qui nous invite à nous questionner sur ce qui est utile et pas utile, sur ce qui est nécessaire et pas nécessaire. Alors ce qui va se doubler avec Jupiter, qui est le roi de l'abondance et de l'optimisme. Alors je vous dis pas, on va peut-être plonger du moral. Saturne rétrograde, Pluton rétrograde et Jupiter rétrograde. On va peut-être avoir le moral dans les chaussettes. Mais en fait, je crois qu'il faut le prendre, il faut essayer en tout cas, parce que je pense que c'est pas facile tous les jours. Il faut le prendre comme une espèce de possibilité de se mettre en distance, justement, c'est ça qu'il apporte, lui, de mettre en distance et de creuser finalement, mais qu'est-ce qui est utile pour nous ? De quoi j'ai besoin de façon essentielle ? Finalement, qu'est-ce qui est superflu dans ma vie ? Qu'est-ce qui l'est pas et qu'est-ce qui est superflu ? Moi, l'énergie de Saturne, je la ressens comme ça, en fait. Alors après, vous me direz, c'est peut-être que je me gourre complètement, mais en fait, moi, je la ressens comme étant une possibilité de nous questionner sur qu'est-ce qui est vital et essentiel pour nous. On verra bien. À ça s'ajoute notre Pluton rétrograde. Alors le Pluton rétrograde, lui, évidemment, on l'a vu, lui, il va aller nous chercher la transformation une fois qu'on aura compris ce qui n'est pas utile. Lui, Pluton, qui est conjoint à tout ça, il va nettoyer.
D'accord? Donc l'association des deux qui sont en bisbise, en rétrogradation tous les deux, bien évidemment, ça va nous inviter à faire des coupures, des cassures et des machins avec Saturne qui vont être balayés ensuite et transformés et repris sous une autre forme. Parce que, attention, autant on a une coupure nette avec Saturne qui symbolise les deuils, les pertes, les machins comme ça, autant avec Pluton, on a une destruction complète du truc, mais derrière, on a autre chose. Voilà, donc c'est ce genre de truc, voilà. Alors, dans la farandole de on se marre bien, on n'est pas encore au point d'orgue du truc, hein. C'est-à-dire que Neptune va être lui-même rétrograde, je pense, à partir du 21 juin, un truc comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, jusqu'en fin novembre. Et à partir de ce moment-là, je pense que pendant cette période-là, on va avoir quelque chose qui va être complètement... Là, Neptune va... En plus, rétrograde avec tout ça, va vraiment nous mettre en difficulté. Hein, parce que on va avoir... tous nos repères vont changer. Donc, est-ce que ce sera des événements climatiques? Donc, probablement un problème avec l'eau. Hein. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc, voilà, il faut... je pense que... on en reparlera. On a une problématique d'éclipse en juillet prochain dont on creusera parce que c'est aussi... juillet est une date du moratoire de Sananda, donc il faut voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On a toutes nos planètes lentes qui seront rétrogrades en fin d'été. Là, on est vraiment dans quelque chose qui bascule climatiquement. D'accord ? Donc ça, il faudra voir parce que là, je repars sur l'idée de l'eau qui, pour moi, est problématique. Dernière chose, et je vais essayer d'être pas trop longue, cette partie sur cette lune noire. Cette lune noire en poisson. Qui donc rentre en poisson à 0 degré le 4 mai. Elle a vraiment, comme je vous le disais, une plongée dans l'inconscient en s'accrochant aux valeurs de la Vierge qui est en face pour générer des angoisses existentielles via l'inconscient collectif du poisson. Donc finalement, on a une espèce avec cette plongée en poisson de la lune noire, on a une espèce de plongée dans notre inconscient global au niveau de notre universalité. Et on a une invitation finalement à dissoudre ce qui nous est individuel dans le tout finalement. Donc on va devoir... donc c'est une perte de repères hein, quelque part. On dissout nos repères matériels pour nous obliger à aller chercher finalement le seul repère spirituel qui tient et sur lequel il faut verrouiller. Donc elle va se concentrer, je vous dis, sur la même chose que le Neptune, et donc il y a des mirages qui vont apparaître, il va y avoir des symboles à bien décrypter, parce que le poisson c'est le roi du truc symbolique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. Le langage symbolique du poisson est complètement différent des autres signes. Ça, faut bien le comprendre, il est vibratoire, il est... voilà. Et donc, notamment, on peut se sortir de là par les valeurs vibratoires du poisson, qui sont le collectif, qui sont l'altruisme, l'humanitaire, la compassion pour non seulement son prochain, mais les végétaux, les animaux, le contexte, etc. etc. La problématique du poisson, c'est qu'il trimballe une notion de sacrifice qui est pénible, parce que finalement cette notion de sacrifice elle n'est pas juste, et elle véhicule donc tout un tas de justifications qui peuvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc en voulant faire du bien, qui peuvent s'égarer complètement, hein, et donc égarer aussi d'autres gens.
La lune noire, elle est assez intéressante parce qu'elle indique aussi les problématiques qui se posent là, nos points faibles en fait, hein, d'accord. Elles vont, ça va nous creuser vers quelque chose qui est fragile chez nous, donc finalement, qui va nous poser la question de ce qui est en déficience pour nous. Et qui va appuyer dessus, hein, parce que évidemment ça appuie dessus. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce poisson qui génère énormément d'émotionnel, va nous prendre par cette faiblesse émotionnelle. Donc on va nous demander forcément de gérer cette composante émotionnelle qui risque de nous induire en erreur. Parce que ça va nous faire prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes, parce que finalement c'est sous le coup de cette vague émotionnelle qu'on va être amené à décider quelque chose. Donc, et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut nous emmener sur du ressenti. Alors comme on va pas vouloir y aller parce qu'on sait pas trop où on va s'accrocher aux valeurs concrètes de la Vierge, et on va tellement s'y accrocher que ça va complètement se fracasser via des maladies, via des intoxications, via des scandales à répétition sur un certain nombre de domaines qui sont symbolisés par la Vierge et qui veulent nous faire lâcher ces domaines-là pour aller attraper ce qui est essentiel, encore là aussi, et ce qui est spirituel chez nous, mais au niveau de l'essence, au niveau de la compassion, au niveau de l'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment une invitation à se méfier des émotions qui sortent comme ça du chapeau, et qui finalement sont excessivement nocives, toxiques. Parce que, encore une fois, dans une émotion, il y a un message, mais le message, c'est pas la douleur qui est provoquée. Ça, c'est la gravité du message. Est-ce que le message, il est prioritaire ou est-ce qu'il n'est pas prioritaire? Mais c'est pas le mal auquel il faut s'attaquer, c'est le message. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir cette vague d'émotions qui est sans la douleur, mais qui véhicule que le message. Et à partir du moment où vous voyez le message, la douleur s'en va immédiatement. Et je pense que c'est ce qu'on veut nous faire travailler, en fait, pour pouvoir aller vraiment vers de la compassion en conscience et pas de la compassion émotionnelle, qui n'a rien à voir, qui est justement de la pitié ou qui est un truc qui est pas adapté à la circonstance. D'accord ? Je regarde si j'ai pas noté des trucs qui seraient intéressants. J'ai noté un truc qui était rigolo, quoi. En fait, oui, quand j'ai fait cette préparation, en fait, ici, le passage de la lune noire en balance, en fait, ça m'a rappelé un peu de mythologie, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ça m'a rappelé Ulysse et les sirènes, en fait. Quand il parle de, je crois que c'est quand il parle dans son transit là, quand il parle de l'île aux morts, donc il quitte Circé la magicienne, elle lui explique qu'il va qui va traverser l'océan qui est rempli par les sirènes et qu'elles vont chanter et que c'est pour pouvoir dépouiller, enfin c'est pour les sirènes, céder au chant des sirènes. Et que lui, pour écouter le chant des sirènes, il faudrait qu'il soit attaché au mât et que son équipage ait des boules quies, entre guillemets, des boules de cire, et pour ne pas l'entendre, d'accord ? Parce que il fallait se concentrer sur le fait de traverser et de ne pas s'arrêter, de verrouiller le cap. Et que lui voulait quand même entendre et que la seule directive à donner à ces gars quand lui demanderait qu'on le détache, c'est de resserrer la corde. Et c'est ce qu'il a fait et qui lui a permis de passer, puisque les sirènes sont des monstres sanguinaires, hein, on le sait bien, dans Ulysse, pas dans la petite sirène avec Polochon, qui est vachement plus mignon. Et donc, et là, en fait, on voit bien cette notion de passage de la lune noire avec ce chant des sirènes qui va hurler tout autour de nous et qui va nous emmener dans le mur, et cette volonté de dire, quand j'entends ça,
l'idée c'est de resserrer les liens et de verrouiller le cap. Et c'est exactement l'image qui m'est apparue. Donc je vous la livre parce qu'en plus, vous savez que j'adore la mythologie et que j'ai trouvé qu'effectivement c'était une image qu'on m'envoyait mais qui était tout à fait appropriée sur l'idée que je me fais de cette lune noire qui passe en Poisson. Voilà, écoutez, encore un sacré marathon. Donc merci à tous de votre écoute. Je réponds pas beaucoup aux commentaires, mais je les lis. Dès que ça sera un petit peu plus cool pour moi, je vous promets que je répondrai à ma boîte mail et aux commentaires. Mais là, pour l'instant, j'ai à peine le temps de rentrer chez moi, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Encore une fois, c'est tous ces machins là de rétrogradation. Ça peut changer les énergies, donc soyez conscients de ce qui se passe. Arrêtez-vous, analysez bien les énergies, regardez s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et s'il n'y a pas moyen de faire autrement, faites en sorte d'avoir le message qui va bien pour vous. D'accord? Prenez soin de vous. Ok? Comme ça, après, vous pourrez vous occuper des autres. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belle nouvelle lune en Taureau. N'oubliez pas les intentions si vous en avez, de bonheur et de compassion pour tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.